Bienvenue sur la chaîne Le Café du Crime. Prenez un café, écoutez et abonnez-vous pour soutenir notre contenu. Likez le travail de Thomas Fergie et Anne de Langlois, ou soyez maudits. Bon frisson à vous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe dans une famille juste avant qu'un événement tragique ne bouleverse leur existence ? Imaginez un petit village dans le sud de la France, Cagnac-les-Mines, à côté d'Albi. Il fait froid, c'est l'hiver de l'année 2020. Dans cette douce obscurité, une maison pleine de vie. À l'intérieur, Delphine, une infirmière dévouée de 33 ans, vient de finir sa journée. Elle retrouve ses 2 enfants, Louise et Jules, pour leur rituel du soir. Un sourire, une histoire, un dernier bisou. Tout est calme, presque trop calme. Delphine se sent sereine. Elle et son mari Cédric ont traversé des épreuves, mais ils ont bâti une vie stable. 2 enfants qu'ils adorent, une maison modeste mais chaleureuse, et la promesse de Noël qui approche à grands pas. Ce soir-là, cependant, c'est Cédric qui est souffrant. Quelques jours de fièvre ont suffi pour déclencher l'inquiétude dans la famille. Delphine, sensible et pragmatique, a pris ses précautions. Elle passera la nuit chez une amie, histoire de ne pas risquer de contaminer les enfants. Tout semble normal. La routine rassurante des gestes connus, rien ne laisse présager le drame. Imaginez la scène. Le feu crépite dans la cheminée, l'odeur de pain d'épices flotte encore dans l'air. Louise trimballe son doudou à travers le salon avant d'aller se coucher, trop pleine de vie pour s'arrêter tout de suite. Son petit frère Jules gazouille dans le berceau, insouciant. Le seul bruit, c'est Praline, le chat familial qui ronronne au pied du canapé. Dehors, la lune blanche veille sur la maison entre les branches des pins figés par le givre. Les habitants du quartier dorment déjà, bercés par un silence paisible. Dans ce tableau presque idyllique, personne ne soupçonne ce qui se trame. Dans quelques heures, ce même silence va devenir infernal. Mais pour l'instant, tout va bien. Delphine sourit, rassurée, et glisse dans son sac un plaid chaud pour sa nuit chez son amie. Elle embrasse tendrement ses enfants, entr'ouvre doucement la chambre familiale pour ne pas réveiller Cédric endormi. Il a toussé encore un peu plus tôt, une toux sifflante qui la tracasse un peu. Elle pose une main tendre sur son front. Il a encore de la fièvre. Elle lui lance un léger regard complice, comme pour lui dire « Je veille sur tout, ne t'inquiète pas ». Puis, elle quitte la maison. La rue est silencieuse, peu éclairée. Un manteau de froid recouvre le paysage. Quelques étoiles brillent dans le ciel clair. Elle marche vers la voiture, enveloppée dans sa cape épaisse. Le bitume scintille sous la lumière des réverbères, créant des traînées lumineuses qui semblent la guider. À ses côtés, Mathilde, l'amie où elle va dormir, marche d'un pas assuré. Elles échangent quelques mots discrets, une phrase rassurante pour se sentir mieux encore dans cette nuit sans nuages. Le monde autour d'elle est serein, comme endormi, et elle profite de ce calme, de ces derniers instants avant que tout change. Dans quelques heures, le calme de cette nuit sera brisé, mais pas maintenant. Pour l'instant, la douceur de la routine familiale règne encore dans le foyer. La mère s'éloigne pour une nuit, le père s'endort en pensant à ses siens, et les enfants rêvent paisiblement. Ce tableau d'innocence, c'est le calme avant la tempête. Délicate, élégante, la vie de famille file sans heurts sur cette route tranquille de fin d'année, mais quelque part dans l'ombre, un événement imminent guette et clôt à l'âme en silence, prêt à faire éclater cet équilibre fragile. Ce soir de décembre 2020, comme tant d'autres, personne ne sait encore que leurs vies vont basculer. C'est cette soirée silencieuse, empreinte de simplicité que nous allons revisiter.
parce que le quotidien de Delphine, de Cédric, de Louise et de Jules allait bientôt être chamboulé. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur de cette nuit si paisible qui marquera le début d'une incroyable histoire criminelle. Derrière les murs clairs de la maison des Jubillards, la vie semblait ordinaire. Une famille comme tant d'autres, avec ses hauts, ses bas et ses rituels bien ancrés. Chaque matin, Delphine se levait avant le soleil. Elle enfilait sa blouse blanche d'infirmière, se maquillait à la va-vite dans la salle de bain encore plongée dans la pénombre, puis quittait la maison sur la pointe des pieds. Dans la cuisine, elle laissait souvent un mot griffonné sur un post-it collé au frigidaire. « Bisous à vous trois, pensez à déjeuner ». Cédric, lui, émergeait plus tard. Artisan plaquiste, il gérait son emploi du temps selon les chantiers du moment. Il se disait autonome, mais autour de lui, beaucoup le voyaient surtout comme un homme impulsif, parfois colérique, souvent imprévisible. Le genre à partir au quart de tour, puis à faire comme si de rien n'était quelques heures plus tard. À Cagnac-les-Mines, les voisins parlaient d'eux avec bienveillance. « Une famille sympa, un couple discret », disait-on souvent au café du coin. Mais ceux qui le connaissaient un peu mieux savaient qu'entre Delphine et Cédric, quelque chose se s'était fêlé depuis longtemps. Les débuts avaient pourtant été beaux. Ils s'étaient rencontrés jeunes, presque par hasard, dans une soirée entre amis. Delphine, rieuse, douce, timide, tombait sous le charme de cet homme direct, drôle et débrouillard. Ensemble, ils rêvaient d'une maison à la campagne, d'un jardin, de 2 enfants et d'un chien. Et ils l'ont eue, cette maison. Cédric l'a même construite de ses mains, pierre après pierre, fier de dire « Ici, tout ce que tu vois, c'est moi qui l'ai fait. » Mais, à mesure que les années passaient, l'usure du quotidien s'infiltrait entre eux, comme une fissure qu'on ne remarque pas au début. Delphine travaillait de nuit, rentrait exténuée au petit matin. Cédric, souvent sur ses chantiers, se plaignait de son absence, de son manque d'attention. Elle, au contraire, voyait en lui quelqu'un qui ne comprenait plus son rythme ni ses envies. Les disputes ont commencé doucement par des reproches banals, puis se sont transformés en cris étouffés derrière les murs. Un soir, une amie de Delphine confiera qu'elle l'avait vu pleurer, épuisée. « Je n'en peux plus de marcher sur des œufs. J'ai l'impression d'être surveillé. » Cédric, jaloux, fouillait parfois dans son téléphone, commentait ses tenues, ses horaires, ses appels. Delphine tentait d'apaiser, de comprendre, mais au fond d'elle, une idée mûrissait lentement. Partir. Vers la fin de l'année 2020, Delphine a commencé à changer. Elle s'est mise à sourire davantage, à s'habiller différemment. Elle avait retrouvé une légèreté qui contrastait avec les derniers mois tendus du couple. À son travail, ses collègues disaient qu'elle revivait. Personne ne savait encore pourquoi, mais ceux qui la connaissaient bien devinaient. Elle parlait souvent d'avenir, d'une nouvelle vie, de projets à elle. Cédric, lui, voyait cette transformation d'un tout autre œil. Dans son regard, cette joie nouvelle ressemblait à une trahison. Il la trouvait distante, absente. Il disait à ses proches « Elle veut me quitter, je le sens. Mais elle ne partira pas comme ça. » Les tensions montaient d'un cran. Dans la maison, l'ambiance change. Leurs enfants, Louis et Elia, ressentent, sans comprendre, ce climat d'électricité. Delphine évite de hausser le ton devant eux, mais les mots fusent, les portes claquent. Les nuits deviennent longues, silencieuses, où chacun dort d'un côté différent du lit,
comme deux étrangers sous le même toit. Pourtant, de l'extérieur, tout semble aller. Sur Facebook, Delphine poste encore quelques photos de famille, un sourire forcé ici, une balade en nature là. Les amis la félicitent pour son courage, sa bonne humeur. Elle répond par des cœurs et des émojis, sans dire que derrière l'écran, tout s'effondre lentement. À ceux qui la croisent à l'école ou à la boulangerie, elle dit simplement « Oh, vous savez, on traverse une petite période compliquée, comme tout le monde. » Mais la vérité, c'est qu'elle préparait son départ. En silence. Un soir, elle confie à une amie proche qu'elle parle désormais à quelqu'un d'autre, pas un inconnu, pas un simple flit, un homme rencontré sur Internet qui lui redonne le goût de rire. Avec lui, elle s'imagine un avenir, loin de Cagnac, loin de Cédric, loin de cette maison devenue trop lourde. Elle n'en dit pas plus, juste ce qu'il faut pour semer un doute. Mais l'étincelle du changement est déjà là. Et pendant ce temps, Cédric, lui, s'enfonce dans ses obsessions. Il devient nerveux, suspicieux. Il dit à sa mère qu'il veut savoir ce qu'elle cache. La jalousie s'installe, comme un poison, lentement, méthodiquement. Les voisins racontent plus tard qu'ils entendaient des disputes étouffées la nuit, des cris qui montaient parfois avant de s'éteindre brutalement. Mais personne n'imaginait l'ampleur du drame qui se préparait. Cette maison, qu'il avait construite de ses mains, allait bientôt devenir le centre d'un mystère national. Et ce couple, autrefois banal, allait symboliser la face sombre des passions humaines, l'amour, la peur, la possessivité, la disparition. La petite maison inachevée de Cagnac-les-Mines est plongée dans l'obscurité hivernale lorsque débute la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Delphine Jubilard, 33 ans, infirmière de nuit à la clinique d'Albi, rentre épuisée après sa garde. La buée de sa respiration dessine des nuages dans le salon glacé. Dehors, le vent mordant fait vibrer les volets mal ferrés. Un silence funèbre s'y installe. À l'extérieur, son mari Cédric achève de promener les deux chiens au clair de lune. Un témoin l'aperçoit vers 21h30, promenant le couple canin. Peu après 22h, Cédric rentre chez lui pour recharger son téléphone portable, éreinté par sa longue journée. Il ne se doute pas que cette nuit va basculer dans l'horreur. À l'intérieur, Delphine est blottie dans le salon avec son fils de 6 ans. Le vieil écran de télévision projette une lueur tremblotante sur les murs nus. Un réveil grince dans un coin chronométrant les secondes qui s'écoulent. Dans ce calme précaire, elle échange des messages furtifs avec l'amant de Montauban. À 22h58, Delphine envoie un dernier SMS, comme un ultime adieu à sa vie d'avant. Quelques instants plus tard, l'atmosphère se rompt brutalement. Des aboiements furieux déchirent la nuit, suivis d'un cri strident de femme. Ce hurlement glaçant fend l'air, puis le silence retombe, plus oppressant que jamais. Delphine n'est plus. Au petit matin, vers 4h50, les premiers rayons grisâtres percent l'horizon. Les gendarmes, alertés par Cédric, pénètrent dans la maison. Ils trouvent l'homme en pyjama de panda, affairé autour de la machine à laver. Le tambour tourne en crépitant, brisant à peine le silence glacial de l'aurore. Figé, Cédric balbutie qu'il est simplement allé promener les chiens de 10 minutes. Dans l'entrée, les deux animaux aboient faiblement, frissonnant. Delphine est introuvable. Elle a disparu sans sac à main ni papier d'identité. Les enquêteurs notent l'étrange ironie. Seuls ses chiens sont revenus, tremblant sur le pas de sa porte. La pluie fine du matin commence à tomber sur la place du village et la nuit s'achève sur un mystère insondable. La rue, ordinairement rassurante, est devenue le théâtre d'une absence inexplicable. Dans ce silence assourdissant, seules 2 silhouettes de gendarmes scrutent la façade endormie de la maison.
La dernière trace numérique est celle de Delphine. Son téléphone émettait son dernier signal à 22h55, comme avalé par les ténèbres. Aucune lumière ne perce désormais l'obscurité, ni phare de voiture abandonné, ni lampe de poche allumée. Dans ce vide glacial, l'absence de Delphine est palpable. Épouse aimante et mère de 2 enfants, elle est avalée par les ombres de la nuit. Au petit matin suivant la disparition de Delphine, le silence est soudain cassé par une angoisse sourde. Cagnac-les-Mines souveille sous un ciel blafard, figé par le froid d'hiver. L'ombre d'une rumeur sinistre se glisse déjà dans les ruelles désertes. Chez les Jubilards, la panique gagne. Cédric bondit hors du lit et vole jusqu'à la chambre de Delphine. Les draps sont défaits, son anorak blanc laissé sur une chaise. Un frisson glacé lui parcourt l'échine alors qu'il reste figé dans l'encadrement de la porte. Chaque seconde devient un supplice, le moindre bruit le fait sursauter. Cédric ne contrôle plus rien, noyé dans la tourmente. Sonnant l'alerte, il appelle à l'aide. Sa voix tremble alors qu'il contacte son amie commune, mais celle-ci nie n'avoir vu Delphine. Son monde bascule. Finalement, il compose le 17 et signale la disparition aux gendarmes. Peu après, tout l'appareil de la gendarmerie locale se déploie dans un dispositif aussi rapide qu'impressionnant. Les gyrophares percent déjà l'obscurité de la campagne, alors que les enquêteurs encerclent la maison des Jubilards. L'atmosphère est devenue étouffante, comme si les murs croulaient sous le poids du silence et du secret. Dans l'entrée glaciale, on sent la tension. Chaque pièce est fouillée, chaque recoin inspecté avec minutie. Peu à peu, le doute s'empare des esprits. À 4h50, Cédric est en pyjama dans la cuisine et son regard se fige sur la couette blanche de Delphine qui tourne à plein régime dans la machine à laver. Ce linge immaculé, englouti par l'eau et la foume, semble avaler le mystère, comme pour effacer toute trace du drame. Le spectacle glaçant bouleverse même les enquêteurs. La pluie fine commence à tomber alors qu'ils fouillent la maison, comme si le ciel lui-même pleurait l'infirmière disparue. Bientôt, l'alerte lancée par le mari se propage dans le village. Les proches de Delphine, parents, amis, anciens collègues, sortent de chez eux, fous d'inquiétude, et se lancent dans les collines environnantes à sa recherche. Hommes et femmes armés de lampes torches sillonnent les sentiers boisés en file serrée. Les chiens dressés fouillent le moindre buisson, on les entend aboyer dans la brume naissante. Des parents, le visage marqué par l'inquiétude, se recueillent un instant avant de repartir, essayant de garder espoir. La topographie vallonnée et le passé minier de la région rendent cette traque extrêmement ardue, mais rien n'arrête leur détermination glacée par l'inquiétude. À l'aube, des témoignages inquiétants commencent à filtrer. Un automobiliste solitaire se souvient avoir croisé vers 5h30 un break sombre abandonné à bord de la route du chemin du Pigne. Le véhicule était encore allumé à l'intérieur, comme abandonné à la hâte en pleine campagne. Peu après, un taxi de la gare d'Albi signale avoir aperçu un homme encapuchonné vêtu d'un anorak beige marchant d'un pas pressé vers Gaillac sous les premières lueurs du jour. Chaque élément signalé est consigné avec la plus grande attention. Le moindre détail pourrait être la clé du mystère. Pendant ce temps, au village, les gendarmes examinent les derniers indices matériels. Ils trouvent dans la maison tous les papiers de Delphine. Carte d'identité, carte bancaire, ainsi que sa voiture personnelle garée au seuil du garage. Les clés restent au contact, les objets du quotidien, chaussettes, lunettes n'ont pas bougé. Devant cette scène mobile, personne n'aurait imaginé un tel cauchemar. Rien ne peut expliquer cette disparition soudaine. Le constat est glaçant. Delphine n'a laissé derrière elle ni piste évidente, ni mot d'explication. La machine judiciaire vient de se mettre en branle, implacable. Au cœur de cette longue matinée d'angoisse, la communauté reste figée, suspendue à son sort. Les premières incohérences, témoignages, objets, comportements suspects. Dans le petit matin bruneux du 16 décembre 2020, l'atmosphère est étrange à Cagnac-les-Mines. Le mari, Cédric, jure que Delphine a seulement quitté la maison en doudoune blanche, n'emportant que son téléphone. Ce téléphone muet devient le seul témoin visible de la nuit noire. Mais très vite, l'enquête commence à semer le doute. Dans la pénombre, des cris ont traversé l'air glacial vers 23h07. 2 voisines affirment avoir entendu une voix de femme paniquée provenir de la maison. Le garçon aîné, blotti sous ses couvertures, murmure qu'il y a eu une dispute violente entre ses parents après 23h. Chaque mot, chaque bruit perçu cette nuit-là jette une ombre de soupçon sur la version du mari. Lorsque les gendarmes entament leur battue le jour suivant, ils remuent la terre et les arbres autour de la maison. Plusieurs objets insolites remontent des fouilles. Un téléphone portable, un couteau
et des morceaux de vêtements abandonnés au milieu de la végétation. Ces trouvailles inattendues vibrent comme des indices muets. Pourquoi ce téléphone-là, par terre? À qui appartient ce couteau? Des vêtements de Delphine ou d'un inconnu? Rien ne semble à sa place, comme si un élément crucial avait disparu dans la nuit. L'atmosphère devient oppressante. Chaque vêtement froissé, chaque instrument sorti de son contexte éveille les soupçons. Sur les lieux même du drame, d'autres détails frappent les enquêteurs. La voiture de Delphine est retrouvée garée en sens inverse de son habitude, avec des gouttelettes de condensation sur le pare-brise, signe pour un expert qu'un corps a été tout récemment à l'intérieur. Plus étrange encore, les clés de la véhicule sont demeurées dans le sac à main abandonné de Delphine, dans la maison. Élément presque grotesque, ces contradictions renforcent le malaise. Comment la voiture pourrait-elle avoir été déplacée si Cédric ne savait pas conduire? Pendant ce temps, le mari explique avoir fait à peine 40 pas dans la maison après s'être réveillé, affirmant avoir jeté la couette de Delphine dans la machine à laver dès qu'il a constaté sa disparition. Or, cette assertion vole en éclats. Le procureur note que la couette est visible sur le canapé lit où dormait Delphine et non pas dans la machine, comme en témoignent les photographies du domicile. Rien, absolument rien de sanglant n'a été détecté dans le tambour de la machine, une confirmation supplémentaire que le récit avancé ne tient pas la route. Les comportements de Cédric passent également au crible. Son téléphone portable trahit sa nervosité. On s'aperçoit qu'il a tenté d'appeler Delphine des dizaines de fois le lendemain matin, près de 180 appels passés jusqu'à 10 heures, puis n'a plus jamais décroché à nouveau. Ce matraquage téléphonique frénétique, puis ce silence soudain intrigue les enquêteurs. Qui aurait autant cherché à joindre Delphine s'il était simplement absent pour une promenade nocturne? Pire encore, Cédric paraît presque trop calme face au drame, presque comme pressé de faire le deuil de son épouse. Aux yeux des gendarmes, la rapidité et la froideur de son chagrin semblent disproportionnées. Les propos de l'accusé virent au rebut de la cohérence. Ses explications changent, se contredisent. Le podomètre de son téléphone finit par révéler qu'il a réalité parcouru des centaines de pas hors de la maison dans la nuit, contredisant son récit d'une présence statique. Chaque nouvelle donnée s'empile et rend l'édifice de la vérité plus branlant, faisant basculer l'ambiance du récit dans un vertige de suspicion. Au fil des heures, le moindre détail accroche l'attention. Les premiers témoignages laissent entrevoir des ondes d'ombre. Doutes et fantasmes se glissent dans les esprits. Qui pouvait bien jouer avec les vies d'une famille somme toute ordinaire? Dans le silence qui s'est installé, même le moindre objet, l'anneau disparu, le SMS mystérieux ou le fragment de sac rejeté, se couvre d'un voile inquiétant. Demeurent ces premières incohérences, cris dans la nuit, objets dérangeants, gestes fuyants, qui tissent peu à peu un climat d'ombre où rien ne plus sûr, où tout devient suspect. Un cadavre caché dans la nuit fait l'effet d'un uppercut. La découverte d'un corps enterré clandestinement sous une tombe du cimetière de Blagnac a suscité l'effervescence en plein procès jubilar, écrivent les médias. Mais le lendemain, l'autopsie coupe court à toute fiction morbide. Ce n'est pas Delphine Sagal, tranche sèchement le procureur pour étouffer les rumeurs les plus farfelues. Le corps sous la dalle s'avère être celui d'un homme mort depuis 10 ans. L'instant de joie macabre s'évapore aussitôt, comme si la terre elle-même refusait de parler. Pourtant, les enquêteurs multiplient les fouilles sans relâche. Près du cimetière de Saint-Dalmaz, un robot débroussaille inlassablement la végétation sauvage, traquant la moindre trace du drame. D'après les données GPS du téléphone de Cédric Jubilard, cette zone revient sans cesse dans les relevés. Le téléphone a borné de répétitions autour du cimetière et du parc photovoltaïque voisin. La machine gronde et crache la broussaille, mais pour l'instant, seule la poussière répond sous les Rangers. Le moindre recoin est revisité, même des anciens puits, fonds de jardin, carrières oubliées. En vain. La terre est égraffée, retroussée et ne restitue aucun indice. Les semaines passent, sans qu'aucune piste tangible ne surgisse du silence. Matériel militaire, détecteurs et truelles se déploient en spirales obsédantes dans les vallons du Tarn. Chaque bosquet est ratissé, chaque fosse repérée. Un chien de chasse parcourt les friches alentours, fidèle à cet espoir insensé. Les enquêteurs entendent tout. Des branchages qui craquent, le vent qui gémit parmi les arbres, le clignotement lointain d'un téléphone en quête de réseau.
mais aucun cri, aucune ombre, rien ne vient rompre la nuit. À chaque trou rebouché, à chaque recoin vidé, c'est un peu de leur raison qui craque. Puis surviennent les cris glaçants des voisins. Nora, perchée au-dessus de la maison des Jubillards, jure avoir entendu, vers 23h, des cris de femmes, des cris de peur étranges et terrifiants cette nuit de décembre. Sa fille de 11 ans corrobore. Elle a cru percevoir une femme qui se fait étrangler, comme dans un mauvais rêve. Pour l'accusation, ces hurlements nourrissent le scénario d'une altercation mortelle. La défense y voit, elle, des récits flous, fragiles, prêts à s'effondrer au moindre contre-témoignage. Au milieu de ce maelstrom, le spectre de l'amant hante tous les esprits. En salle d'audience, la défense avait semé le doute en affirmant que le téléphone de Donat-Jean M, l'amant de Montauban, aurait déclenché une borne près de Cagnac la nuit du drame. On apprit vite qu'il s'agissait d'un simple copier-coller maladroit d'un enquêteur. Donat-Jean lui-même monte alors au créneau. Sur RTL, il affirme qu'il était chez lui ce soir-là, martelant qu'il était heureux d'être avec Delphine et qu'il vit avec elle une liaison passionnelle et très forte, conscient de paraître suspect. Finalement, ce chapitre de l'enquête s'achève sans corps, sans aveu, sans délivrance. Les gendarmes ont retourné la maison familiale et fouillé chaque bosquet, sondé les puits et les fosses, mais n'en ont ramené que du silence. Chaque matin, le ciel ramène la même vérité navrante. Delphine reste introuvable. Sous la terre retournée, persiste une question muette qui ronge les enquêteurs. Où reposera son corps quand il aura enfin été retrouvé ? La dissonance entre fiction et réalité se creuse. Parfois, tard la nuit, l'un des gendarmes croit entendre un bruit dans la salle d'interrogatoire vide, peut-être le cliquetis d'une pendule ou le râle du vent dans la cheminée. Le stress s'insinue dans chaque souffle. L'investigateur se surprend à retourner chaque plan de la maison, à scruter le moindre recoin, comme si Delphine pouvait surgir de l'ombre. Les murs suintent de doute, l'atmosphère devient suffocante. Ce sombre acharnement achève l'illusion d'une enquête rationnelle, laissant flotter l'absurde idée d'un cadavre qui ne veut pas être retrouvé. À la mi-juin 2021, après 6 mois d'une enquête minutieuse, le couperet tombe. Le 18 juin 2021, Cédric Jubilard est formellement mis en examen pour meurtre aggravé. Les juges d'instruction retiennent un faisceau d'indices concordants pesant sur l'accusé. Dans la salle d'instruction, l'atmosphère est glaciale. Le temps de la procédure judiciaire a commencé, implacable et méthodique. Les magistrats exposent les éléments à charge un à un. La nuit de la disparition, Delphine avait laissé chez elle son téléphone, son sac et ses lunettes, autant d'effets personnels oubliés qui alimentent le mystère. On évoque son projet secret de départ. En plein divorce, Delphine préparait une nouvelle vie avec un autre homme. Cédric, lui, niait cette liaison. Il affirmait que leur séparation était sans heurts et qu'il ignorait tout de cette relation. Les juges notent que ces explications sonnent fausses. Les enquêteurs soulignent l'attitude de Cédric au soir des faits. Selon le dossier, il aurait tenté de géolocaliser sa femme et surveiller discrètement ses comptes bancaires. Mais quand Delphine ne revient pas, Cédric ne réagit pas comme on l'attendrait. Il met 16 longues minutes avant d'alerter la gendarmerie. Ce délai inexplicable, alors qu'il n'avait jamais eu à contacter la police auparavant, glace les enquêteurs et devient un élément d'instruction capital. Aucun signe de panique sur son visage, seulement un calme troublant qui échauffe les soupçons. Au petit matin, chaque détail compte. Un indice banal se mue en piste sinistre. La voiture de Delphine est retrouvée déplacée durant la nuit, garée à l'envers par rapport à son habitude. De la condensation à l'intérieur indique, selon un expert, une présence humaine récente.
Dans ce cadre silencieux et dénudé, un enfant du couple affirme même avoir entendu une dispute violente peu avant minuit. Chaque pièce du puzzle s'imbrique dans le dossier froid de l'instruction. Les magistrats, impassibles, ajoutent ces éléments au dossier. Le récit judiciaire se construit, implacable, sans appel. Le mécanisme judiciaire se met alors en branle. À l'issue de son interrogatoire, l'accusé est issetois placé en mandat de dépôt. La prison devient sa nouvelle cellule à ciel ouvert. Ses avocats se succèdent à la barre pour le défendre. Cédric clame son innocence avec force. Froidement, obstinément, il nie toute responsabilité dans la disparition de Delphine. Sa défense dénonce un dossier vide, accuse les enquêteurs d'avoir bâclé le travail, mais la justice continue son travail de fourmi. En octobre 2021, la défense dépose une demande de remise en liberté. Elle est rejetée dès le mois suivant, le faisceau d'indices étant jugé toujours trop serré. Au fil des mois, la préparation du procès s'accélère. En novembre 2023, le parquet général renvoie l'affaire devant la cour d'assises du Tarn, estimant que les charges étaient suffisantes contre l'accusé. En novembre 2024, une audience préparatoire fixe la date du procès à l'automne 2025. Le calendrier est maintenant écrit. Du 22 septembre au 10 octobre 2025, il devra enfin affronter la cour d'assises. Le tribunal de Toulouse a prévenu, le temps des procédures froides et méthodiques est terminé, place au feu des confrontations finales. Dans cette mécanique judiciaire, chaque nouvel indice, chaque témoignage ne fait que consolider le faisceau des charges. Rien n'est anodin, les témoignages des voisins, les relevés numériques, la chronologie précise des appels, tout est égrené comme les notes d'une symphonie glaciale. Cédric, lui, reste figé dans son mutisme ou son déni. Son expression impassible projette la force de son obstination. Le récit se suspend au seuil de la suite. L'arène judiciaire est prête. Le choc final entre le faisceau d'indices et l'obstination de l'accusé clôturera cette phase glaçante de l'enquête. Le procès 2025, le verdict, les réactions, la justice en scène. Le tribunal d'assises du Tarn, temple austère de la justice, est plongé sous le feu des projecteurs ce matin de septembre 2025. Dans le silence solennel de la salle, les premiers mots tombent comme un coup près. Ce 22 septembre 2025, Cédric Jubilard fait face à ses juges pour la première audience du procès, clamant son innocence et jurant ne pas comprendre les accusations qui pèsent contre lui. À son propos, son regard reste fixe, impassible comme une statue de pierre. Toutefois, sous l'éclairage cru de l'interrogatoire, il finit par reconnaître un jour lancé à Delphine un glaçant « je vais la tuer », précisant que c'était sorti sous le coup de la colère. La tension est déjà palpable. Au fil des jours, le tribunal se fait théâtre des témoignages les plus forts. On y entend la petite voix tremblante du fils Louis, devenu témoin malgré lui. Grâce aux enregistrements diffusés en cours, on l'entend raconter la nuit du drame. Depuis sa chambre, il a surpris des cris de peur déchirant le corridor. Sa porte entr'ouverte, lui dévoilant par bribes la scène d'une dispute violente entre ses parents sous un sapin de Noël illuminé. Ce récit glaçant d'enfant brise le cœur de l'auditoire. Le bras de fer entre accusation et défense monte toujours en intensité. Les experts témoignent et luttent contre l'incertitude. On rappelle l'absence de preuves matérielles irréfutables. Les analyses ADN sur les indices n'ont apporté aucun lien direct avec l'accusé. Pourtant, le procureur poursuit son récit glaçant. Il dresse un portrait sombre du mari, incapable d'accepter la perte de sa femme, où chaque élément devient un indice grave et concordant, selon lui. Vient alors le duel des plaidoiries finales. Le procureur, debout, résume d'une voix grave les semaines d'enquête et de témoignages. Il réclame une peine exemplaire, 30 ans de réclusion criminelle pour ce meurtre gentigal, une chiffre lourde qui tombe dans le silence de l'Assemblée. Le lendemain, la défense contre-attaque avec force, dénonçant les zones d'ombre de l'enquête, absence de corps ou de scènes de crime clairement établies, preuves scientifiques fragmentaires, et implore le jury de ne pas céder à l'émotion, mais de rester fidèle à la présomption d'innocence. Le dernier jour du procès atteint son paroxysme. Après des heures de délibération, le président lève de nouveau la marteau. Un silence de plomb envahit soudain la salle.
Puis solennellement, la vérité est proclamée. Cédric Gibillard est reconnu coupable du meurtre de sa femme et la sentence tombe, implacable, 30 ans de réclusion criminelle. Un émoi éperdu éclate dans l'assemblée.